Est-ce que tu vas nous aider à sortir de l'urgence toi aussi ou à mieux nous y replacer au regard de la condition de ces personnes si désemparées que sont nos travailleuses et travailleurs du sexe, mon cher Arnaud? On a vu des profils d'augmentation extrêmement forts des activités de loisirs. Pour le porno, pour vous donner une idée, ça a augmenté de 50%. Ainsi s'exprimait le secrétaire d'État au numérique le 27 mars sur France Info. Alors l'histoire ne dit pas si le secrétaire d'État avait conscience des rapports dénonçant les violences subies lors des tournages, notamment par les actrices pour leur imposer des pratiques sexuelles initialement non désirées lorsqu'il a choisi la formule activité de loisirs, mais ce n'est pas ce qui nous occupera ce soir. Il a été rappelé dans le billet d'humeur triste de la semaine dernière que les pouvoirs publics restaient sourds aux appels de détresse des personnes qui se prostituent et dans le même temps, la pornographie semble portée au nu en cette période de confinement. À titre d'exemple, un article de presse rapporte qu'il y a déjà 130 vidéos à caractère pornographique sur le site Pornhub avec la mention coronavirus. Existe-t-il alors une raison juridique à une telle différence de traitement? Tout comme la prostitution, les activités pornographiques supposent l'existence d'actes sexuels non simulés et dans la perspective d'une rémunération. Les deux sont intégrés à ce qu'on appelle l'industrie du sexe, mais les auteurs estiment généralement qu'ils ne partagent pas le même objectif. La prostitution monnaierait l'acte sexuel, alors que la pornographie monnaierait l'incitation à l'acte sexuel. Alors, cette affirmation a une vraisemblance lorsqu'on se place du point de vue du client. Elle est néanmoins inexacte lorsqu'on se place du point de vue des travailleurs qui voient leur acte sexuel monnayé. L'analyse juridique de la prostitution et de la pornographie démontre que ces deux activités reposent pour partie sur des obligations identiques. Pour le dire simplement, la pornographie n'est qu'une forme particulière de prostitution. L'analyse des contrats d'acteurs pornographiques montre que cette activité repose sur un contrat de prostitution auquel s'ajoute une clause de cession de droit. Se superpose ainsi, pour utiliser un vocable désuet, à une obligation de faire la fourniture d'actes sexuels contre rémunération, une obligation de donner le transfert de la propriété de l'image de ces actes sexuels. Alors je sais, cette affirmation a de quoi surprendre. Et pourtant, la chambre criminelle, si chère à certains d'entre vous, a déjà reconnu que l'infraction de proxénétisme pouvait être caractérisée à l'encontre d'un individu qui organisait des spectacles pornographiques ouverts au public. Une telle condamnation n'est pas juridiquement fondée, sauf à assimiler pornographie et prostitution. Alors, la question de savoir si la pornographie est une forme de prostitution mérite aujourd'hui d'être posée en période de confinement avec la multiplication des sites de live show et de cybersex. D'habitude, 4 arguments sont avancés pour distinguer les deux activités, mais on va le voir, aucun ne tient. Premier argument, l'acteur de film pornographique ne prendrait aucun plaisir à l'acte sexuel de par sa qualité de professionnel. Bon, la définition prétorienne de la prostitution du 27 mars 1996 est indifférente au plaisir éprouvé, l'argument est inopérant. Deuxième argument, contrairement à la personne qui se prostitue, l'acteur pornographique aura le choix de son partenaire. Alors, si cela peut être vrai pour quelques stars du X, tous ne disposent pas de la même liberté de choix. On retrouve ici le même écart qu'il peut y avoir entre certaines escortes et des prostituées de rue. En outre, le groupe Marc Dorcel, producteur de films pornographiques, a introduit le concept du porno participatif il y a quelques années. Contre l'achat de parts de films, des coproducteurs clients se voient octroyer certains avantages, sélection notamment des acteurs. Autrement dit, ici, même s'ils ne peuvent pas directement tourner dans le film, ils ont un poids négligeable sur le choix du partenaire. Troisième argument, l'acteur de film pornographique n'est pas payé par le client. La définition prétorienne de la prostitution ne le réclame pas non plus que le bénéficiaire des contacts physiques soit celui qui verse la rémunération. On peut très bien payer pour un ami. Et c'est heureux, car sinon, il aurait été facile d'éviter l'infraction de proxénétisme par ce biais-là. Quatrième et dernier argument, les acteurs pornographiques et les prostituées réaliseraient des prestations distinctes. Et ce pour deux raisons. D'une part, l'absence de satisfaction des besoins sexuels, je mets des guillemets, de l'acteur, et d'autre part, l'objet de la prestation fournie. Problème, certains réalisateurs sont coutumiers d'être acteurs de leur propre film. Pour quelle raison? Si ce n'est pour satisfaire leurs propres besoins sexuels. Dans le même sens, le genre amateur ou homemade montre que certains acteurs d'un jour réalisent leurs besoins sexuels, notamment lorsqu'ils tournent avec leur partenaire habituel.
S'agissant maintenant de la prestation fournie, certains affirment qu'elle ne serait pas un service sexuel, mais une prestation artistique. Alors, sans qu'il soit utile d'entrer dans le débat de savoir si la pornographie a ou non une visée artistique, il faut admettre que la prestation sexuelle dont il est question n'a de sens que si cette dernière peut être exploitée visuellement. Cette finalité du contrat d'acteur pornographique, est-ce qu'il permet de faire obstacle à la qualification? Eh bien, je ne le crois pas. Et j'en reviens au live sex. Ces sites garantissent, je cite, que leurs hôtesses vous obéissent, attendent vos ordres derrière leur webcam. Contrairement à un show en cabaret, le client dispose d'un réel pouvoir de direction par rapport à la personne qui réalise la prestation sexuelle devant sa caméra. Il peut lui demander de s'exhiber, mais aussi d'avoir des relations sexuelles, si elle est avec une autre personne, de se masturber ou de se pénétrer grâce à des jeux de godemiché. Il existe bien, donc, des contacts physiques, de quelque nature qu'ils soient, afin de satisfaire les besoins sexuels d'autrui, moyennant une rémunération. Alors certes, ils ne sont pas réalisés physiquement sur la personne du client, mais une fois encore, la jurisprudence montre que cet élément est inopérant. On peut donc affirmer que la pornographie est une forme de prostitution. Dès lors, pourquoi ne pas appliquer à la première le traitement juridique de la seconde? On me fait signe en tout lisse que ce sont des intérêts financiers qui s'expliquent à cette solution. Les profits valent mieux que les vies. Alors, pour cette différence de traitement, on dit merci qui? Je n'ose pas, disons, saisir cette perche que tu m'as tendue, sans mauvais jeu de mots, mon cher Arnaud, au sujet que tu as choisi. Mais je crois qu'évidemment, tu nous auras permis de sortir un instant de nos réalités à nous, qui ne sont pas forcément partagées par toutes celles et tous ceux qui croient que ce monde qu'est l'univers pornographique est à l'abri des violences, y compris économiques, qui s'abattent en temps d'urgence. Donc merci pour ce retour à une réalité qu'il faut évidemment partager, parce qu'on sait bien que les vidéos en question, elles le sont.